Bonjour à tous et bienvenue dans Détour de magie. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Claude de Piante. Bonjour Claude. Bonjour Thibaut. Alors, tu es le créateur de la compagnie du Scarabée jaune, créée il y a 25 ans. Mhm. Et elle a pour objectif de faire vivre des expériences, des aventures immersives et qui mêlent la magie et le théâtre. Est-ce que, avant qu'on détaille un petit peu plus ce que la compagnie propose, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Alors moi je suis donc Claude de Piante et si on veut me définir, moi je me définis souvent comme un raconteur d'histoires magiques. Je suis magicien, mentaliste, mais j'ai travaillé aussi des champs de magie un peu particuliers puisque j'ai travaillé l'hypnose et je suis aussi hypnothérapeute. Je suis un adepte de la psychomagie de Mhm. Jodorowsky, c'est-à-dire des formes de thérapie qui utilisent les rituels d'un point de vue Ok. purement métaphorique. Donc voilà, et puis j'ai donc créé cette compagnie du Scarabée jaune il y a 25, même 26 ans, pour être 26 ans précis. pour être précis. Ah Oui. oui. Et donc, du coup, ta formation, enfin, tu m'as dit, c'est ça, tu es plus dans la partie hypnose, etc. T'es arrivé à créer le scarabée jaune après ta formation d'hypnose ou Non, ça, en fait, c'est deux choses deux choses séparées? qui sont parallèles. C'est deux choses qui sont parallèles. Moi, d'abord, ce qui m'a intéressé, moi, j'ai fait des études de droit. J'ai fait des études de droit parce que ce qui m'intéressait d'abord, c'était tout le monde de l'arnaque, Mhm. de l'escroquerie, des tricheurs, etc. Et donc, j'aimais bien tous ces aspects. Donc, je fais du droit pénal, ces aspects faits sociaux, etc. Et puis après, j'ai bifurqué un peu, enfin, si je puis dire. J'ai fait un troisième cycle sur des choses plus sociologiques. Et puis c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré un étrange personnage qui s'appelait Henri Desroches, qui était un ancien moine, mais qui était un sociologue qui à l'époque avait marqué puisqu'il avait été dans différents pays du monde pour créer des choses, des coopératives, des villages sans argent, des choses liées à l'économie sociale. Et la première fois qu'on l'a rencontré, c'était pas un cours comme les autres. Il nous a fait nous asseoir et puis il nous a dit ben voilà, moi j'ai une conception de la vie très particulière. Moi j'estime que chacun d'entre nous on a un fil rouge qui détermine notre vie. Et ce fil rouge, on peut le déterminer à travers toutes les histoires qu'on a vécues. Et puis, on a travaillé des heures à essayer de remettre toutes les histoires qu'on avait vécues pour découvrir notre fil rouge. Et moi, à cette époque-là, eh ben, j'ai pas déterminé de De fil fil rouge. rouge. D'une certaine mesure, voilà, je savais pas trop où j'allais. Et d'une certaine mesure, je pense que cette expérience-là m'a vraiment marqué. Et j'ai été après chercher finalement toutes ces narrations, ces histoires un peu bizarres et magiques. Et c'est ce qui t'a poussé à créer en partie, donc, du coup, le scarabée jaune, c'est ça? Oui, parce que en parallèle, donc moi, les premières expériences un peu de vie assez rapidement, j'ai fait de la formation, j'étais formateur en communication, en ressources humaines. Et puis parallèlement, moi j'ai toujours été un passionné de magie, je faisais de la magie. Et puis je me suis demandé à un moment comment on pouvait allier ces deux choses-là. Et j'ai commencé à avoir en arrière-fond, peut-être à cause de tout ça, une idée, c'est de raconter des histoires dans des lieux historiques, dans des châteaux, des abbayes, etc. Et puis, à ce moment-là, donc j'ai utilisé la magie, le mentalisme, pour finalement raconter des histoires. Être un conteur qui amène les gens en immersion, utilisant un peu l'histoire des lieux. Et principalement pour le monde que je connaissais à l'époque, c'est-à-dire le monde des séminaires, d'entreprises. Et ça a été le début. Et après, je me suis aperçu que tout seul pour raconter des histoires, c'était bien, mais si je pouvais m'allier avec d'autres comédiens, d'autres magiciens, ce serait encore mieux. On pourrait permettre encore plus d'aventures immersives. C'est comme ça qu'est née Le la compagnie scarabée du jaune. Scarabée jaune. Voilà. Pourquoi ce nom-là, le scarabée jaune? Alors, Scarabée jaune, parce que ça fait référence à deux choses. Le Scarabée d'or d'Edgar Poe, c'est le Mhm. côté un peu fantastique. Et puis aussi la marque jaune de Jacobs, parce que c'est l'histoire de bande dessinée. C'est l'histoire d'avoir des personnages un peu en haut couleur, aussi de faire, de pas trop se prendre au sérieux, parce que Scarabée d'or, le niveau était un peu trop haut. Alors Jaune, c'était c'est bien. descendre jaune, c'était bien, c'était un peu moins prétentieux par rapport à Edgar Poe.
rencontre. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle propose cette compagnie du scarabée d'or ou du scarabée jaune comme tu Scarabée préfères? jaune, voilà, scarabée jaune. Alors, la scarabée jaune, en fait, nous, notre patte, c'est de mêler le théâtre et la magie. Magie sous plusieurs formes, l'illusionnisme, la magie de cabaret, mais aussi le mentalisme, l'hypnose, et pour créer des aventures immersives. Alors, pourquoi des aventures immersives? Parce que l'idée de base, c'est un peu de faire entrer les gens dans un film. Et la magie permet, dans des univers un peu fantastiques, de crédibiliser tout ça, de faire entrer les gens dans une autre réalité. Enfin, c'est un peu l'idée. C'est d'où le fait de les plonger dans des univers où ils vont rencontrer des magiciens, mais qui sont d'abord des personnages, qui veulent leur faire vivre des choses avec un fil narratif, un fil à suspense, et où les spectacles souvent sont déstructurés. Ça veut dire que souvent les gens ils commencent dans une salle de spectacle et puis à un moment ça s'ouvre et ils vont partir de la salle de spectacle vers un autre endroit où il va se passer quelque chose. Par exemple, à une époque, on avait fait pour ça assez longtemps dans l'abbaye de Fontevraud pour une entreprise qui était le groupe Havas. Il y avait 500 personnes. On avait commencé par une partie spectacle, un peu qui racontait des choses sur l'abbaye de Fontevraud avec du mentalisme, etc. Et puis, tout le groupe, à un moment, était parti. Et puis, on avait été en extérieur. Il y avait les gens avaient des flambeaux, etc. Et puis, tout d'un coup, on avait fait une sorte de rituel. Et une personne s'était élevée dans les airs. Évidemment, c'était une lévitation. Mais comme elle était cachée dans un milieu naturel. Et puis après, suite à cette lévitation, eh bien, on avait creusé dans un endroit où, voilà, il y avait eu un coffret. C'est à l'époque où, il y a quelques années, on pouvait faire des choses dans les lieux historiques qu'on peut moins faire maintenant. Ouais. Ouais. Et vous êtes combien dans la compagnie? Parce que là, tu parles de toute une expérience immersive. Je suppose que ça demande d'avoir quand même d'autres personnes à tes côtés. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à une vingtaine dans la compagnie du Scarabée jaune. Aujourd'hui, l'équipe, c'est une dizaine de personnes, à la fois des comédiens et des magiciens, puisqu'il y a les deux profils. Et il y a aussi, donc pour qu'on explique un peu, le scarabée jaune, c'est qu'une seule partie. Il y a aussi la Casa des Merveilles. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ou Oui, alors la Casa des Merveilles, c'est le lieu Ouais. du Scarabée jaune, lieu où on a un théâtre, un petit théâtre de 60 places, où on fait d'ailleurs des spectacles publics, grand public dans ce théâtre. C'est aussi un lieu de formation. À une époque, ça a même été un atelier de fabrication de grandes illusions. de Yogano, c'est ça? Voilà, c'est ça. On a créé Yogano Productions avec Pierre Yogano, où on fabriquait des grandes illusions. Et le principal client, d'ailleurs, c'était la compagnie du Scarabée jaune, puisqu'à l'époque, on faisait beaucoup de spectacles avec des grandes illusions. Et puis, on a voulu aussi faire pour d'autres magiciens, mais on a arrêté ça parce que c'était très compliqué de fabriquer en France. Les coûts de production, et puis les magiciens, à un moment, ont changé d'optique, et ils ont eu entièrement raison. Ils ne voulaient plus des séries toutes faites de lévitation ou de grandes illusions. Ils voulaient créer des illusions plus personnalisées. Et donc, il s'agissait de faire des prototypes. Et créer des prototypes, c'est compliqué, ça coûte cher. Et ce n'était pas une activité rentable. Donc, on a fermé cette parenthèse-là, qui a été une belle parenthèse. Je ne regrette pas. Mais hélas, financièrement, on n'a pas trop su faire. Oui. Ouais. Et puis, c'était de devenir aussi entreprise. Et moi, je n'ai pas tant que ça une âme de chef d'entreprise. Voilà, c'était vraiment, il fallait rentrer dans l'idée de la fabrication, des méthodologies qui collait moins à ce que tu voulais. Voilà, et que je ne savais pas forcément trop faire non plus, il faut être honnête. C'est un métier différent. Voilà. Il faut juste savoir ce qu'on veut. Et tu disais, là, je reprends tes mots, dans la Casa des Merveilles, tu fais des formations, tu proposes des formations. Voilà. Quel genre de formation tu as fait? Alors, nous, nos formations, c'est autour de la narration magique et hypnotique. C'est la grande thématique. C'est le grand thème. Donc, on a fait des formations sur la narration magique autour du cabaret. C'est avec Jean Merlin. C'est là vraiment où on a commencé, d'ailleurs, avec Jean, à fouiller ces histoires de narration pour les magiciens. On s'est aperçu que,
Finalement, les gens qui venaient nous voir, même si c'était des professionnels, il y avait de toutes catégories, mais même des professionnels qui étaient assez connus, mais on s'est aperçu que les gens n'avaient pas forcément tous les outils pour construire des histoires, et puis aussi pour le jeu d'acteur, qui est le jeu de l'acteur magicien est un jeu très spécifique. Et du coup, tu dis qu'il y a des techniques, donc je suppose que c'est ce que tu apprends dans tes formations, qui durent 2 jours à peu près. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à un magicien d'aller faire une formation de narration pour ses spectacles, pour ses numéros, pour ses... D'abord, ça apprend à se poser un certain nombre de questions qui sont importantes. Parce que le public est spécialiste de la magie. Il ne le sait pas, mais au fond de lui-même, il sait très bien ce que c'est qu'une histoire cohérente. Naturellement, un public, il sait très bien quelqu'un qui est un bon acteur ou pas. On n'a pas besoin de savoir l'analyser, ça se voit. Si on veut l'analyser, c'est très compliqué, mais on le sait. Et le public sait ce que c'est qu'un bon magicien ou pas. Le magicien, lui, il ne sait pas toujours ce qu'est un bon magicien ou pas. Un magicien, c'est d'abord un acteur. Je ne dis pas un comédien. Louis Jouvet faisait la distinction entre l'acteur et le comédien. Le comédien, il y a des magiciens qui sont des comédiens, c'est-à-dire qu'ils peuvent incarner plusieurs rôles, plusieurs personnages de magiciens. C'est plus compliqué et ce n'est pas vraiment ça qui est intéressant. Par contre, toute personne qui se trouve face à un public est un acteur. Et le principal rôle de l'acteur, c'est l'authenticité. C'est-à-dire comment, face à un public, je vais me retrouver avec tous mes potentiels. Comment je vais pouvoir être sincère, c'est-à-dire donner le maximum à mon public. Ne pas avoir un masque, une rigidité qui va faire que je vais être un petit peu moins que ce que je suis dans la vie. Et je dirais que le rôle de l'acteur, c'est aussi d'enlever les masques. Parce que dans la vie, on a des masques sociaux. Et d'une certaine mesure, quand on est sur une scène, c'est comme s'il y avait une grosse loupe. Tous nos défauts se voient. Pas forcément des défauts d'ordre purement physique, etc. Ça n'a pas vraiment d'importance. On peut être maladroit, c'est pas ça qui est grave. Par contre, la sincérité, ça se voit tout de suite. La présence sur scène, le charisme. Et ça, ce sont des outils qui font partie du jeu d'acteur. Et puis, je dirais qu'il y a une autre chose. C'est qu'un magicien, il doit démontrer un phénomène magique. Une partie de sa technique est liée à l'art de l'illusionnisme. Donc, il va y avoir des techniques psychologiques, manipulatives, des trucages, voilà. Mais une autre partie, c'est de l'art de l'acteur. Parce que c'est lui, l'acteur, qui va participer à la preuve du phénomène magique. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien que quelqu'un, par son attitude corporelle, il va nous faire croire à l'existence d'un phénomène. Et ça, c'est très puissant. C'est-à-dire quelqu'un qui a un jeu d'acteur très puissant, il va nous faire croire tout d'un coup que quelque chose existe. Même si c'est un phénomène étrange et bizarre, il va nous faire croire le temps d'une scène. Mais il va faire ce qu'on appelle traditionnellement le refus de la suspension de croire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant quelques instants, le spectateur, il va trouver plus intéressant d'entrer dans l'histoire qu'on raconte, de croire en la magie que de ne pas y croire. Donc, en termes de misdirection, c'est lui-même qui va effacer tout ce qui lui permet de ne pas croire. Oui, c'est le spectateur qui efface lui-même. Voilà, qui efface lui-même, finalement. Et donc, il ne va pas rechercher le truc. Parce que si le magicien, on dit du magicien, bon, il était super, il était adroit, j'ai rien vu, comme on dit souvent, il était habile, c'est pas forcément... c'est bien, c'est très, très bien, mais c'est la première étape. L'autre étape, c'est une étape où on accepte de revenir enfant, de rentrer dans un monde merveilleux, dans un monde extraordinaire, et où se crée une forme de confusion acceptée de l'esprit, où tout d'un coup, je vais accepter l'immersion qu'on me propose. Et ça, c'est lié à la construction et au jeu d'acteur. Et dans nos formations, d'abord, on travaille sur la construction, avec les méthodologies qu'utilisent tous les scénaristes. Les scénaristes de Hollywood, ils ont des méthodes, il y a des méthodes. Et pour qu'on crée un spectacle de magie, un numéro de magie, un film, un roman, il y a une méthodologie. On doit s'interroger sur qui est le héros. Par exemple, est-ce que le héros, c'est le magicien ? Est-ce que le héros, c'est le public ? Est-ce que c'est le spectateur Est-ce que c'est le jeu de cartes ? Déjà, c'est un point de vue différent. Et puis, quel est le phénomène magique ? Souvent,
Quand on voit un spectacle de magie, il n'y a pas de cohérence dans le phénomène de magie. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, le spectateur ne peut pas y croire. Par exemple, j'ai vu beaucoup de spectacles de mentalisme où ben, on ne sait pas d'où vient le pouvoir du mentalisme. Quel est le phénomène? Est-ce que c'est de la télépathie, de l'hypnose, de la suggestion, de l'influence? Donc, ça veut dire que si je n'ai pas bien réfléchi au phénomène magique, déjà, il va y avoir une incohérence. Et donc, le spectateur, on va créer plein de failles dans son esprit. Lui ne va pas forcément y croire pendant le temps de suspension de croire. C'est-à-dire que si je raconte une histoire de spiritisme et qu'il y a un objet qui bouge, il faut que mon histoire soit tellement forte que quelque part, le spectateur, il accepte de croire à la présence d'un esprit. Mais si je veux la présence d'un esprit, c'est déjà qu'il faut que je me pose des questions. Qu'est-ce qui fait bouger l'objet? Est-ce que c'est directement l'esprit? Est-ce que c'est moi qui est un intermédiaire, qui est un médium? Donc on va voir qu'il y a une imposition des mains. D'où vient l'énergie? D'où vient la force? Et pourquoi ça bouge? Qu'est-ce qui veut dire l'esprit? Je veux dire, il y a beaucoup de c'est beau de communiquer, mais il faut savoir ce qu'on veut voilà. dire. Quoi. Par exemple, on voit des spectacles de mentalisme où il y a du spiritisme. Mais l'esprit, il n'a rien à dire. Il dit rien de fort, de puissant. Et par exemple, je prendrai l'exemple d'un spectacle du Scarabée jaune qui est fait par Eve Hopska, qui est une mentaliste, qui a un spectacle qui s'appelle La Voyante et qui a une séance de spiritisme. Et dans cette séance de spiritisme, elle s'adresse à sa tante défunte pour lui dire quelque chose. Et ce qui va se passer là, dans cette séance spiritisme, est tellement fort, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui pleurent dans la salle. Il y a des gens qui pleurent, pas parce qu'on leur a fait croire à l'existence réelle de l'existence de la tante, mais ils pleurent parce que les phénomènes magiques, les phénomènes spirites qui ont été montrés, la belle histoire, la communication avec la tante, ce qu'elle dit est suffisamment fort pour qu'ils acceptent de rentrer dans ce film. Et tout d'un coup, ça réveille quelque chose de profond en eux, parce que ce qui est de l'ordre émotionnel est de l'ordre inconscient. Et l'inconscient, c'est ce qui vibre de profond en nous. Et d'ailleurs, l'inconscient repère tout de suite toutes les incohérences. La première chose que notre inconscient, c'est-à-dire le système dont on n'est pas conscient, mais qui analyse finement tout, il va repérer la non-sincérité. Et un spectateur, chaque fois qu'il y a un acte de non-sincérité, il ferme son esprit à la suspension de croire. C'est-à-dire, les gens ne l'analysent pas. C'est comme analyser un mauvais acteur, c'est compliqué, sauf qu'on le voit tout de suite. Analyser ce qu'est une mauvaise séance de spiritisme, c'est très compliqué à analyser pour le spectateur. Par contre, il le voit tout de suite. Il ne croit pas à l'histoire qu'on lui raconte. À partir de là, il va chercher le fil qui fait bouger l'objet. Il va chercher comment ça se fait. Mais ça veut dire qu'on a déjà cassé la magie. C'est comme quand, dans un film, on commence à s'interroger, tiens, comment c'est les effets spéciaux? On sait qu'il y a des effets spéciaux. C'est qu'on est déjà sorti du film. On est sorti du film. Donc, tout le problème de l'immersion, et la magie est un art qui permet une immersion comme aucun autre art, suppose une base de narration suffisamment forte, de narration à suspense, de choses suffisamment fortes pour que les gens acceptent cette fameuse suspension de croire qui génère de l'émotion, qui génère de l'émerveillement, qui génère toutes ces émotions qui font que ça vibre, tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait du coup la différence entre une bonne et une mauvaise narration finalement? C'est compliqué ça aussi. Tu m'as dit c'est cet inconscient qui fait le tri finalement. Mais est-ce qu'il y a des conseils que tu peux donner de base qui permettent de mettre sur des rails un magicien qui voudrait un peu se lancer dans la narration de son spectacle de magie? Alors, les conseils, la première conseil, c'est déjà de savoir ce qu'on raconte. Ça peut paraître... oui, mais dans un spectacle de magie... le deuxième élément, c'est de s'interroger sur la cohérence des phénomènes magiques. Qu'est-ce que je raconte comme histoire? Si je raconte comme histoire, je suis un tricheur, arnaqueur, je suis un manipulateur de cartes. L'habileté, la ruse, elle vient de moi. L'important, dans la cohérence, c'est de montrer que je suis rusé, que je suis malin, que je suis capable de manipuler des cartes. C'est un phénomène magique comme un autre. La magie vient du magicien. La magie vient du magicien. Voilà, elle vient de son habileté, de sa ruse. Bon, et je peux raconter des très bonnes histoires avec ça. Après, il faut que je mette un peu de faille dans le tricheur. Mon tricheur, il faut qu'il ait quelque chose qui nous fasse vibrer. Mais c'est un premier élément.
Si la magie est extérieure, ça veut dire que le magicien doit toucher le minimum les cartes. Par exemple, si c'est un jeu de cartes. Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le phénomène existe? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que, par exemple, c'est une hallucination du spectateur? C'est une transe hypnotique? C'est un esprit qui parle à travers un jeu de tarot? Est-ce que c'est de la télépathie qui s'établit, une connexion qui s'établit? Est-ce que ce sont des coïncidences? Est-ce que c'est de la psychokinésie, des choses qui vont faire bouger les cartes? Déjà, il faut que ce soit au clair. Et pourquoi ce magicien, il a ce pouvoir-là? Il faut qu'il s'interroge. Il vient d'où ce pouvoir-là? Quelle est son histoire? Et puis, je dirais que tout commence par le personnage. Si on n'a pas réfléchi à son personnage, eh bien, comment dirais-je, on ne peut pas. Voilà. Ouais. Et par exemple, la compagnie du Scarabée jaune, on raconte des histoires, mais on a toujours tous les mêmes personnages. C'est un peu comme l'histoire de Tintin, c'est-à-dire c'est les mêmes personnages qui reviennent dans des aventures différentes. Tu peux donner des exemples de personnages qu'il y a dans la Alors, par exemple, je vous parlais, il y a Eve Hopska, qui est une voyante, qui est la mentaliste. Il y a Rodolfo, qui était mon frère, moi je suis un des personnages, qui est un patron d'un tripot clandestin. C'est un arnaqueur, un escroc. Et donc, ce personnage-là, soit on va faire naître son tripot clandestin, c'est-à-dire des tables de jeu derrière lesquelles il y a des comédiens et des magiciens, et les gens vont être en immersion dans ce tripot. Ils vont jurer de ne jamais révéler l'endroit de ce tripot, et puis ils vont commencer à jouer au jeu. Il va y avoir des démonstrations de tricherie, d'arnaque, etc. Mais il y a toujours une autre dimension théâtrale. Ça veut dire que chaque personnage va raconter un petit bout d'histoire. Et puis, ils vont s'apercevoir, en allant aux tables de jeu, comprendre qu'il y a de l'arnaque, qu'il y a de tricherie, qu'il y a de l'escroquerie, qu'il y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui s'est effondré dans le tripot. Soudainement, en tirant 2 cartes, et que ces 2 cartes-là racontent peut-être toute son histoire. Et toutes ces brides-là vont créer de l'immersion, et ils vont accepter qu'en face, eh bien, ce soit des tricheurs, un peu à la tonton flingueur. D'ailleurs, il y a souvent des flingues sur le jeu. Ils vont donc accepter, comme les gens, de rentrer dans le film. Et tout d'un coup, eh bien, quand, après avoir un peu joué, le tricheur va leur montrer qu'il est capable de manipuler des as, ça a un sens. Et puis, quand ils vont s'apercevoir que ces cartes à jouer, elles peuvent tuer, parce qu'elles ont tué quelqu'un, eh bien, tout d'un coup, on entre dans une histoire de suspense. Eh bien, par exemple, Rodolfo, même si dans une histoire, dans une autre narration, on ne va pas utiliser le tripot, il sera toujours le patron d'un tripot. Il sera mon frère. Et puis, on a tous, finalement, on sait qui sont nos parents en tant que personnages. On sait quelles sont leur histoire. Ce qui fait qu'il y a tellement de force de l'imaginaire que bien, la cohérence, elle va se faire déjà toute seule. Donc, moi, la première chose, je dirais au personnage du magicien, c'est qui il est. De se poser des questions sur qui il voilà, est. D'où il vient. Pourquoi il y a le phénomène magique? Et quelles sont ses failles? Quelles sont ses faiblesses? Qu'est-ce qui fait qu'on peut s'identifier à lui? Parce qu'on ne s'identifie pas à un personnage, ça embête tout le monde, un personnage parfait. Mais quelles sont les failles qui vont permettre tout d'un coup de se dire, oui, tiens, ce gars-là, c'est un tricheur, ok. C'est un arnaqueur, il est rusé. Plus que ça, Voilà. Mais quelle est sa vie? Pourquoi il en est arrivé là? Et puis, pourquoi sa ruse, elle est devenue importante? En parlant de ruse, par exemple, sur nos formations, pour revenir, on a plusieurs formations sur la narration magique, mais il y en a une qui est faite avec Jean Merlin. Jean Merlin, c'est un formidable personnage qui a une compétence énorme, et moi je me régale des formations qu'on fait ensemble parce qu'on apprend beaucoup de ces gens de cabaret. Mais fondamentalement, derrière Jean Merlin, il y a un personnage, le personnage du trickster, c'est-à-dire le personnage du rusé, du malin. On peut s'apercevoir que c'est quelque chose de mythologique qui vient de très loin, le trickster, mais que Buster Keaton, Chaplin, ce sont des tricksters. Et c'est quoi un trickster? C'est quelqu'un qui se retrouve dans des catastrophes. Et tout d'un coup, grâce à la ruse, à la vie, comment dirais-je,
au fait qu'il a cette force de vie en lui, cette confiance en la vie, eh bien, il y a une magie de la vie, une poésie de la vie qui va s'en sortir. Et quand on regarde les structures des routines de Jean Merlin, ce qu'il fait sur scène, c'est des histoires de trickster. Il arrive comme un magicien, un peu loser, on ne sait pas trop s'il va s'en sortir, il se passe une catastrophe. À qui il arrive des choses. Voilà, et il va s'en sortir. Et cette histoire, par exemple, elle est intéressante parce qu'elle nous parle à tous. C'est-à-dire qu'on a tous, si on s'est tous dit, ben on est dans des situations, on a tous vécu des situations difficiles. On a tous des failles. Voilà, des failles. Et on n'est pas tous très forts, on n'est pas tous très intelligents, on n'est pas tous très riches, on n'est pas tous très beaux. Et tout d'un coup, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut tous faire. C'est être rusé, être malin. Et un trickster, ça parle de ça. Et donc, quelque part, ça nous parle à tous à un niveau profond. Et ça nous fait vibrer. Eh bien, le personnage de Jean Merlin, qui est un trickster dans la vie aussi, c'est-à-dire qu'un amoureux de la vie, un rusé de la vie, un malin, quelqu'un qui est un artiste au fond des doigts, etc. Eh bien, ce personnage-là, il s'est imposé en lui. Ses constructions s'est imposé. Et qu'en travaillant avec lui, on s'est aperçu que finalement, lui, il n'avait pas forcément conscience de ces structures-là, mais qu'elles existaient et qu'elles étaient quasiment parfaites. Et on s'aperçoit qu'il y a des grandes structures narratives, justement ce qu'utilisent les scénaristes hollywoodiens, etc., tous les raconteurs d'histoires. Et chaque fois qu'on raconte une histoire qui fait vibrer, une histoire magique, c'est parce qu'elle épouse une structure de base. Et parfois, des gens comme Jean Merlin l'ont pas forcément théorisé, mais ils l'ont fait à force de pratique au public. Essais, erreurs. Voilà, essais, erreurs, etc. Mais nous, qui n'avons pas le génie de Jean Merlin, qui n'avons pas, je veux dire, la ruse de Jean Merlin, qui n'avons pas le sens artistique. D'expérience aussi. Voilà, eh bien, on est bien obligé des fois d'avoir un peu de méthodologie. Et l'idée de cette formation, c'est d'offrir des méthodes, et puis après, les gens ils vont essayer par des jeux, d'essais et d'erreurs eux-mêmes. Mais au moins, ces méthodologies, elles aident un peu. Quitte à les abandonner après, mais ça donne une structure de base.